likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika akokabola Kongo likambo oyo soni ya bawande okosambwa Polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Bonsoir. Polo monda kese ya biozali bobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya Nzambe Polo batamaki tango mulai Nasima barebelo zoi babomengwa Kongo Lelo facha dimisione na mwasa Polo monda tieini ya komikolela Polo okosala niniye Polo, na bengi yo combien de fois Nyonso ezalaka te à traiter on en a marre Polo lingi konyokola kaka este Boibaka bomingo ya bakongole Bokabolaka yango nde na mindele Polo yebi boni bawela bomingo Kongo Polo yeba basusu bakongole Trop top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kassavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Peuple congolais, tous soyons unis derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Voilà. Keba. Merci beaucoup, madame, messieurs. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. HK Today, nous sommes un magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 février 2026. Merci de nous faire confiance. Merci de vos abonnements. Merci de vos visites sur notre chaîne. Je vois vos commentaires, je vois vos likes, je vois vos partages. Je vous suis très
reconnaissants. Alors, je vous encourage, si vous êtes encore, vous n'êtes pas encore notre abonné, juste un clic va vous transformer, va vous mettre en lien avec HK Today. C'est-à-dire, cliquez là où on a mentionné s'abonner et vous serez notre membre. Mais si vous voulez aller plus loin avec HK Today, là, vous allez rejoindre un endroit bien mentionné, rejoindre. Pour ceux qui ont la version anglaise, c'est mentionné join, J-O-I-N. Alors, vous allez rejoindre la famille HK Today, comme les autres qui sont nombreux, qui sont connectés, qui ne manquent jamais. Et là, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ça, Namangonga Moko juste à côté. Et vous cliquez dessus. Et il va vous mettre en alerte à tout moment que tu télécharges une vidéo, tu lobby, tu lances une vidéo. Donc, vous avez la possibilité de ne rien rater sur nous. Merci beaucoup pour ça. Confiance et outils déjà 5 ans. C'est bien. Je suis content puisque nous allons calater 500 000, donc 300 000 calatés, 500 000, pourquoi pas 1 million, puisque nous allons changer notre façon de vous faire le travail. Nous sommes en train de réfléchir à tous les niveaux. Je pense que vous allez très bien partout où vous êtes et vous avez bien passé la journée pour ceux qui sont déjà les soirs. Ceux qui sont en Australie, vous êtes le matin. Et ceux qui sont aux États-Unis, vous êtes encore à 11h, 12h, 13h, Canada, Australie, Canada, États-Unis et puis Amérique du Sud. Je suis content. Alors, chers amis, de quoi il est question aujourd'hui? Nous allons partager certaines informations importante de la RDC. C'est d'abord vous annoncer que Tata Polo est en difficulté totale. Il est aujourd'hui là, au moment où je fais cette émission, il est aux États-Unis. Aux États-Unis, il cherche à réchauffer ses contacts avec ses partenaires, vu que les républicains, Bazo Kwense Yemakasi, il est venu aux États-Unis réchauffer ses contacts. Notamment, il va rencontrer ses démocrates, ses amis démocrates avec Batua Club Naye, pour que Batala comment ils peuvent redonner la vie au Rwanda et imposer la position du Rwanda d'envahir la RDC, puisque c'est ça les plans des démocrates. C'est pourquoi, chers amis, par moment, je me dis, oui, Trump est mauvais pour ce qu'il fait aux États-Unis, mais Trump est bon, puisque il est en train de mettre en difficulté tous les démocrates qui ont eu en RDC pendant 30 ans. Mieux vaut les soutenir d'une manière ou d'une autre dans ce sens-là. Alors, Tata Polo est aux États-Unis. Il cherche à réchauffer ses contacts avec lobbying naïe, cabinet naïe, sénateur, ainsi de suite, puisqu'il est au courant que les sanctions sont en train d'être améliorées. Je vais vous mettre plus tard la vidéo de Boulos. Tata Polo aussi aux États-Unis, Ayeko Luka a signé contrat na NBA. Suivez très bien Michelin Rong, je pense bien, qui a dit que Paul Kagame a toujours cherché la gloire. Il peut prendre la photo avec n'importe qui de la planète pour que les médias parlent de lui. Comme c'est une personne qui est sortie de la difficulté, ma cassie du néant, il veut qu'on parle de lui. Je vous ai dit la fois passée que a signé un contrat pour que course à Formule 1 et le Ghana Rwanda, Baboya, puisqu'ils ont constaté que le Rwanda est accusé d'agression sexuelle, violence sexuelle en RDC, des tueries de tout genre. Annula, course, je pense qu'elle est catée. Il est allé signer une compétition, il y a cycliste et les cas en Rwanda, malgré beaucoup de difficultés. Il est allé signer. Il a même tenté de signer avec WWE, Kachero, John Cena, Triple H, Randy Orton. Et je pense que contre Wana Isimbate, puisque dans l'année là, à un moment donné, pour que Bakendeka jouer na Rwanda. C'est comme ça qu'il a fait venir, il peut faire venir toutes les stars mondiales. Il y a Amérique, il y a Asilisa déjà en Europe, peut bazala répéter. À Benga, les musiciens, comment il s'appelle, Maître Gims à Boya. Et puis, du côté États-Unis, il est en train de chercher tout.
il est allé chercher Kevin Hart. Je pense que Kevin Hart à Kendaki, à Keluka na Hollywood, il est allé chercher des acteurs. Kendaki P, il est allé chercher les Steve, le présentateur de l'émission, de plusieurs émissions télévisées à Keluka Bango, Steve P à Kendaki. Donc, il cherche par maintenant là qui peut redonner la couleur, qui peut remonter l'image du Rwanda, et c'est peut-être déjà trop tard. Là, il signe. Il est venu chercher que NBA, donc ma basketteur Rwanda, Bakenobeta basket na Rwanda, et je pense que ça ne tiendra pas, puisque l'image, il y a Mabé, il y a Rwanda est déjà parti à travers le monde. C'est comme ça même que d'autres clubs, il y a football, bazo annulé contrat na bango. Bayern va annuler contrat. Contrat il à Paris Saint-Germain, à Paris et pas à Emmanuel Macron. Il ne souhaitera pas voir que les clubs puissent annuler, mais la pression est mondiale, totale, pour que Bafou Kamisa, Paul Kagame, malgré Azobunda, a résisté. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets très importants, peut-être Mingi Boye Biangote. Ces deals, cette compétition, cette bataille entre les États-Unis, les deals entre les États-Unis et la RDC, où en sommes-nous et pourquoi ça traîne? La question principale. Dans cette bataille entre Kagame et Tshisekedi, qui a déjà emporté ça et qui a peut-être l'intention ou la chance de remporter ça? Vous savez que chez nous, il y a par moment, on s'arrête pour se dire tout ça, là, nous évaluation au niveau interne. Chers amis, je suis allé loin, mais pas seul, pour vous amener des infos. Naïbi Keming Bazala Souki Bamoni honoré à Koti, non honoré Bilo Raboye Kolobate, puisque ça va ternir l'image du pays. Non. On avance, on évalue, on avance, on évalue. C'est comme ça qu'on doit travailler. On va vous dire, on va vous présenter des choses aujourd'hui. Je vous demande juste, Matoy Nabino, moi, Naza Pembeni Yebseya Tikamakelele, Zoa Télécommande, Tiango na Veste, Landa, émission Yalelo. Je ne suis pas seul. Je suis avec un expert que vous aimez bien suivre et que vous avez toujours voulu entendre, suivre sur HK Today Télévision. Nous allons évaluer toutes les faiblesses et forces qu'il y a dans ces deals américains, cet accord de paix entre les Rwandais et la RDC, et surtout, voilà, ce qui nous amènera peut-être de parler du dialogue, mais ce sont des grands sujets qui vont nous prendre beaucoup de temps. Alors, je vous présente Eric Mwamba, éditeur du Grand Journal, Eric depuis l'Australie. Bonjour Eric et bienvenue dans cette émission. Eric, votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Alors, c'est bon. Bonjour HK, bonjour à tous les partenaires de HK Today. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, c'est matin. En Australie, c'est matin. Il est quelle heure? 6h, 5h? 6h du matin. 6h du matin. Merci d'être là pour aider les Congolais à comprendre. Vous avez beaucoup. Je rappelle ici que vous êtes rédacteur, non, éditeur du Grand Journal, un journal d'investigation en ligne qui est travaillé par les Australiens, dont vous assumez la direction. Merci d'être là avec nous. Alors, il est 6h, vous avez pensé partager avec nous ces sujets très importants sur lesquels les Congolais veulent avoir un peu de détails. Alors, nous allons aborder la question du deal américain. Vous avez beaucoup investigué et vous avez découvert beaucoup de choses que d'autres, par moment, nous qui passons chaque jour, on n'a pas encore découvert. On n'a même pas annoncé ça aux Congolais. Alors, d'abord, avant de parler du deal, le deal a été précédé par l'accord de Washington l'accord de paix, je précise, entre la RDC et les Rwandais. Est-ce que Grand Journal a pu travailler là-dessus, a pu tourner son regard sur cet accord? Si oui, qu'est-ce que Grand Journal a découvert d'abord? Ok, on va faire une émission 100% pédagogique. 100% pédagogique. On y va. Ouais, parce que moi, mon travail de base, j'ai fait des analyses en diplomatie narrative. C'est ça, et stratégie d'influence.
C'est ça mon travail de base en tant que journaliste d'investigation. Alors, Parfait. l'émission va être 100% stratégique. Alors, pour répondre à ta question, HK, c'est le deal qui a donné naissance à l'accord de paix, puisque le président Félix Tshisekedi, quand il a eu la vision de travailler avec les Américains, il est allé voir les Américains et de cette approche-là est né l'accord de paix. Donc, il faut inscrire l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à l'intérieur de la démarche pour les deals américains. D'accord, donc c'est le deal qui a provoqué l'accord. Exactement, c'est le deal qui a provoqué l'accord, puisque avec l'infiltration de l'armée congolaise et le président Félix Tshisekedi, ici on ne va pas faire le tirambisme, donc ce qu'on appelle en langage ordinaire les dialélo. On ne va pas faire les dialélo. Non, ici, aujourd'hui il n'y a pas de dialélo. Aujourd'hui, oui. Pas de dialélo, pas de dialélo Oui. aujourd'hui. Oui, ici, on dit les choses sur base des facteurs scientifiques qui peuvent être vérifiés par n'importe qui. Et nous allons étaler les facteurs aujourd'hui pour que quiconque voudrait vérifier puisse vérifier. Alors, la première chose, c'est, moi j'ai dit que dans le nouveau multilatéralisme qui se dessine aujourd'hui, où vous avez d'un côté la Chine, de l'autre côté la Russie, la Chine avec tous les autres États émergents comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc. Et de l'autre côté, vous avez la Russie et les États-Unis. Le président Félix Tshisekedi a fait le choix, puisqu'il faut savoir que même en Afrique, beaucoup de pays africains se méfient des Américains et des Européens. Alors, il faut faire le choix. Le président a eu la clairvoyance, il était clair, il a eu la vision géopolitique et géostratégique de faire le choix pour les États-Unis. Mais maintenant, pourquoi ça traîne? Alors, c'est là où moi je pense Pourquoi ça traîne? C'est ça ma question. Oui, pourquoi ça traîne? Et là, moi je pense que les États-Unis n'ont pas encore classé la RDC parmi les partenaires stratégiques, puisqu'il y a 3 catégories d'États. Donc, les Washington, les États-Unis classent les États en 3 blocs. Donc, vous avez le premier bloc, c'est le bloc des États partenaires stratégiques. Le deuxième bloc, c'est le bloc des États qu'ils appellent swing, c'est-à-dire il y a encore l'indécision. Donc, on n'a pas pris la décision de les faire monter au niveau des États stratégiques. Et le troisième bloc des États, c'est les États problèmes. Donc, les pays qui sont considérés comme un problème à résoudre. Et moi, selon les analyses que j'ai faites, selon les recherches que j'ai faites, aujourd'hui, la RDC est encore au bas de l'échelle au niveau des problèmes à résoudre. Donc, à Washington, la RDC n'est pas considérée, contrairement à ce que la plupart des gens, les non-spécialistes, les non-experts, considèrent que la RDC est considérée comme un État stratégique, partenaire stratégique. On n'est pas encore à ce niveau. On est considéré comme un État problème à résoudre. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Puisque tout simplement, moi, selon mes recherches et mes analyses, il y a une fracture entre la vision du président, c'est-à-dire le président Tshisekedi a eu une très bonne vision, une vision pertinente, cohérente, de travailler avec les Américains sans hésiter, mais il y a une fracture, c'est-à-dire il y a un décalage entre le gouvernement, le cabinet présidentiel et le président. C'est-à-dire, je vais être clair, le gouvernement de la RDC actuel et le cabinet présidentiel, c'est-à-dire l'équipe qui est autour du président Félix Tshisekedi, n'ont pas la capacité de comprendre les enjeux. Pourquoi? Puisque Washington ne fonctionne pas comme toutes les capitales du monde. Washington, c'est un écosystème. Donc, nous, en diplomatie narrative, nous disons Washington n'est pas une capitale, c'est un écosystème. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez négocier à Washington, vous n'avez pas que la Maison-Blanche. Vous avez la Maison-Blanche, vous avez le Congrès. Et quand vous allez au Congrès, vous ne vous limitez pas aux congressmen ou bien aux congresswomen.
Au Congrès, il y a ce qu'on appelle les staffers, c'est-à-dire les assistants parlementaires. Et en plus de cela, vous avez à Washington ce qu'on appelle les think tanks. En dehors des think tanks, HK, vous avez les universités, comme George Washington University, comme Harvard University et bien d'autres universités. Et en dernière position, vous avez ce qu'on appelle les médias importants. Et je peux ajouter à cette liste la diaspora. Vous allez voir que, par exemple, la diaspora congolaise des États-Unis ne travaille pas avec le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais n'a pas structuré, par exemple, la diaspora congolaise des États-Unis. Alors, tous ces facteurs, toutes ces faiblesses font que, je peux vous donner, par exemple, en prélude, quand on a, à marge de la signature des accords, par exemple, les fameux accords de Washington, vous avez constaté que le ministre de la Communication, donc on ne va pas stigmatiser, mais je donne juste un exemple. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, avait organisé un briefing de presse à Washington. Et vous allez remarquer que... Dans lequel moi aussi, j'avais participé. Oui, dans lequel vous avez participé. Mais vous allez remarquer que ces briefings étaient mal organisés. C'est-à-dire que le format de ces briefings... Comment ça, Eric? Comment ça? Mal organisé comment? Puisque ces briefings étaient organisés à Washington comme si on était à Kinshasa. Donc, ils l'ont organisé de la même manière qu'ils l'organisent à Kinshasa, ils l'ont organisé à Washington. Et vous allez voir que dans la délégation des journalistes, donc s'ils ont des éléments contraires de ce que nous disons ici, ils vont nous le dire. Dans les délégations des journalistes qui sont venus de la RDC, il n'y avait pas de journalistes spécialistes, donc des journalistes experts dans les affaires américaines. Par exemple, il n'y en avait pas. Je doute même qu'il y a des journalistes dans la délégation qui étaient venus qui parlent l'anglais. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque vous avez vu même dans la salle, il y avait d'un côté la délégation des ministres et des membres du cabinet présidentiel qui sont venus accompagner les chefs de l'État et de l'autre côté, les journalistes congolais. Et pourtant, ça ne devait pas se faire comme ça. À Washington, le briefing là, que le ministre de la Communication a organisé devait mettre en face les Américains, donc la presse congolaise. Américaine? Oui, la presse congolaise, la presse américaine et les experts américains. Donc, ça devait être un briefing pour que la RDC parle aux Américains et non que la RDC parle à la RDC. Et là, vous avez vu qu'on a organisé un briefing de presse à Washington, mais c'était les Congolais qui se parlaient entre eux. Ça, c'était une des erreurs graves qui montre que... Attends. Donc, oui. Eric, tu ne voulais pas que les ministres de l'information ne puissent pas amener des journalistes congolais aux États-Unis? Non, je veux qu'il amène les journalistes experts, puisque nous sommes dans des matières stratégiques, c'est-à-dire que nous parlons des minéraux stratégiques. Et en dehors des minéraux, il y a d'autres matières aussi stratégiques. On parle de l'énergie, on parle de beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs stratégiques. Et là, il faut, quand vous effectuez une mission de ce genre, vous amenez des journalistes experts, des journalistes spécialistes dans ces domaines et vous amenez des journalistes qui maîtrisent. Je souhaite défendre notre ministre qui fait un très bon travail. Il y avait des journalistes spécialistes de la question minière, ils étaient là. Vous connaissez quand même Israël Moutala avec son média économique, quelque chose comme ça. Et il y avait des journalistes qui maîtrisent, qui travaillent dans le secteur minier. Ils étaient là. Mais bon, je ne pense pas que ça peut être aussi une grande faiblesse, puisqu'il fallait que les journalistes soient aussi témoins de cette réalité, de la signature, et quand ils vont répercuter l'information, qu'ils ne spéculent pas. Ça aussi, c'est stratégique dans la communication. Donc, c'est pourquoi nous étions là. C'est pourquoi le ministre a fait appel à nous pour que venez être témoins, et vous avez quand même des précisions
quoi dire à la communauté à laquelle vous allez rendre compte. Donc, je pense que ce n'est pas du tout une faiblesse. Mais bon, revenons sur votre enquête. Mais je vais placer un mot là-dessus, HK, Ouais. parce que c'est très important. Nous avons dit que Ouais. nous faisons une émission pédagogique. En fait, moi, Hmm. je ne me base pas sur les apparences pour faire mes recherches. Vous allez constater que quand une presse accompagne un chef d'État pour les affaires de haut niveau, comme celle-là, vous allez voir que l'objectif de la presse n'est pas de rester focalisé sur l'événement. Quand vous allez, par exemple, aux États-Unis avec des journalistes experts, vous allez voir que ces journalistes experts, ils vont aller dans la société américaine. Par exemple, ils vont aller faire des reportages, des interviews. On va regarder, par exemple, parce que nous avons mentionné la diaspora congolaise. Du côté de la diaspora congolaise, par exemple, quels sont les experts congolais qui vivent aux États-Unis, qui travaillent sur ces questions? Quels sont les experts, par exemple, du côté des Noirs américains qui travaillent sur ces questions? Quels sont les hommes d'affaires, les investisseurs, les entreprises? Vous voyez, ils vont aller pour faire des reportages et quand ils vont retourner dans leur pays d'origine, ils vont projeter ces reportages dans les médias. Et tout ça, ça n'a pas existé. Et surtout, quand vous regardez le briefing lui-même, là j'insiste, pour que ceux qui nous suivent puissent noter ça, le briefing lui-même n'a pas mis face à face la société américaine à la presse congolaise. Ça, c'était une D'accord, grave erreur. on évolue. Une Merci, autre, merci, une merci autre pour votre- erreur. Une Ouais. autre erreur. Une autre erreur. Vous avez vu qu'aussitôt après la signature de l'accord, l'équipe du président, donc le gouvernement congolais, a ramené le président, je vais dire précipitamment à Kinshasa. Puisque à Washington, quand vous signez l'accord, n'est pas la signature d'un accord ou bien la signature des accords n'est pas une victoire sur le plan diplomatique. C'est le début du travail. Donc, c'est comme si vous êtes en train de construire une maison, vous posez la première pierre. Donc, la signature de l'accord, c'est la pose de la première pierre en diplomatie narrative. Alors, après la signature de l'accord, le président ne devait pas rentrer à Kinshasa tel qu'ils ont organisé. Ils sont allés à Kinshasa de manière un peu, je dirais, triomphaliste. Le président... Je dois tout de suite réagir là-dessus. Le président est rentré à Kinshasa puisque j'étais à Washington, D.C. avec l'équipe du président et les autres. Ce n'est pas l'équipe de la communication qui a demandé au président de rentrer vite à Kinshasa. Non, pas l'équipe de la communication. Là, je parle du gouvernement. Je parle de l'équipe dans son ensemble. Et voilà. Excuse-moi, tu vas rebondir. S'il vous plaît. Ok. Le président, quand il signe les deals, il le signe un certain jeudi. Il devrait se prononcer au Congrès le lundi. Alors, il fallait qu'il quitte. Il n'a même pas parlé à la presse américaine. Il nous a demandé, nous tous, allons à Kinshasa. Il va se prononcer une fois pour toutes après son adresse à la nation, au Congrès, au Parlement. Alors, on quitte, le président arrive le vendredi. Le vendredi, il avait un petit temps de se reposer et faire la mise en bouche de son discours. Les lundi ou mardi, le président se prononce au Congrès et il fallait maintenant qu'il y ait une grande conférence de presse le jeudi. Et c'est le même jeudi que Uvira est tombé. J'étais moi-même là, on m'a demandé à Washington, tu pars avec le président à Kinshasa. Je suis parti à Kinshasa de Washington, donc na Longwe Pananga, na Kendaki Washington. De Washington, je pars avec le président à Kinshasa. Alors, j'arrive à Kinshasa, le président va parler, après le mardi au Congrès, le jeudi, il va parler, et le mercredi ou jeudi, Uvira tombe, et le président a été un peu affecté. Il n'a pas pu se prononcer devant la presse. C'est comme ça que vous avez vu, ce n'est pas le gouvernement qui avait demandé, Tshisekedi quitte Washington, et puis, je pense que vous avez raison, mais il y a des choses à rectifier, à corriger tout de suite. Alors, je vous donne la parole. Je vous remets la parole. Eric, je vous remets la parole. Vous avez fait un grand travail et je vois même ces documents sur lesquels vous avez travaillé. Parlons-en. Deal américain, États-Unis, RDC, vous avez parlé des forces et faiblesses.
Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous avez découvert ici? On entre maintenant dans vos idées. Allez-y. Oui, en fait, HK, c'est très important ce que nous disons. En fait, nous, ici, on ne vient pas accuser. Ici, nous venons apporter notre contribution pour que les choses puissent se faire selon les codes de Washington. Parce que si on est en dehors des codes de Washington, les choses peuvent se faire, mais ça sera lent, tel que c'est lent maintenant. Pourquoi Uvira est tombé? Uvira est tombé, justement, la chute de Uvira, c'est la conséquence du fait que le président a quitté Washington sans avoir fait le travail qu'il devait faire à Washington. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Le travail qu'il devait faire, c'est quoi? Oui. Le travail qu'il devait faire à Washington, c'est quoi? Ça, c'est important. J'ai dit que Washington n'est pas une capitale ordinaire comme toutes les autres capitales. Washington, c'est un écosystème. C'est-à-dire, après avoir signé les deals, le président devait rencontrer les universitaires, les think tanks et les médias importants. Par exemple, The Washington Post, c'est l'un des médias importants. Vous avez de Foreign Affairs Policy, vous avez des Hill, etc., qui sont des médias importants. Pourquoi? Puisque après la signature, la signature du deal, la Maison Blanche reçoit les feedbacks. Qu'est-ce que les universités, puisque tous ces organes, toutes ces institutions dont je parle font partie de l'écosystème washingtonien. Donc, la Maison Blanche reçoit les feedbacks. Après la signature, qu'est-ce que les universitaires experts américains disent? Qu'est-ce que les think tanks disent? Qu'est-ce que les ONG disent? Qu'est-ce que les médias importants comme Washington Post disent? Qu'est-ce que tous ces milieux-là disent? Alors, le fait de quitter Washington immédiatement après la signature, aller à Kinshasa, signifie que vous laissez les narratifs concurrents faire le travail des SAP. C'est pour cela, vous savez que nous n'avons pas d'équipe, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas une équipe permanente à Washington qui fait le même travail. Par exemple, j'ai un slide, si vous regardez dans les documents, j'ai les slides, vous regardez le slide numéro 3. Voyons numéro 3. Oui. Regardez le slide numéro 3. Je regarde le numéro 3. Qu'est-ce que vous dites là? C'est ça, non? Oui. Regardez les stats. Qu'est-ce que vous nous dites au numéro 3? Oui, vous voyez du côté à gauche, il y a un arbre fleuri en bonne santé et du côté droite, il y a un désert. Donc, il y a un arbre complètement qui n'a pas de feuilles, etc. Ce qui montre qu'il y a un problème à résoudre. Alors, nos adversaires sont dans le narratif américain depuis plusieurs années. Ils ont des équipes qui travaillent sur place. Ils ont une diaspora. Ils travaillent avec leur diaspora. Ils travaillent avec des lobbies. Ils travaillent avec les universités. Ils travaillent avec les think tanks. Ce que nous n'avons pas. Mais le président, ayant cette force de frappe-là, le président Tshisekedi, ayant cette force de frappe, il devrait profiter de sa présence à Washington après la signature pour rencontrer tous ces milieux et les sensibiliser pour qu'ils puissent faire le feedback. Le fait qu'il est parti, c'est ce qui a justifié la chute de Uvira. Non, oui, allez-y. Mais moi, je pense que... est-ce qu'il y a un peu d'écho là? Oui, il y a d'écho, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème puisque maintenant, c'est fini, non? Les échos, c'est parti? Oui, maintenant, c'est bon, oui. J'ai expliqué pourquoi le président a quitté Washington, mais il est revenu la semaine, il n'y a pas une semaine ou deux. Il est revenu. Non, il y a eu la chute de Uvira, c'est la conséquence du fait que le terrain est resté vide à Washington. C'est important, HK. Moi, je ne suis pas
là pour accuser qui que ce soit, mais je suis là pour apporter ma contribution. Vous savez que moi, mon origine, ma formation, c'est là-bas à Washington. C'est là où j'ai tiré ma formation. Donc, je suis formé pour ça. Donc, moi, je viens apporter ma contribution. Je ne suis pas en train d'accuser. J'ai dit au départ que le président a eu une très bonne vision de travailler avec Washington. Maintenant, il faut respecter le code de Washington. Si vous ne respectez pas le code de Washington, vous allez avoir un fiasco. Donc, Ouvira est tombé puisque le terrain est resté vide. Il n'y a pas eu de feedback. Vous voyez, par exemple, il n'y a eu aucun titre dans la presse américaine, comme on a dit. J'ai vu des gens réagir tout de suite. Eric, c'est très faux ton raisonnement lié à la chute de Ouvira. On évolue. Alors, explique-nous les deux arbres, les deux branches d'arbres. Donc, à gauche, nous voyons de feuilles vertes. À droite, l'arbre n'a rien. Alors, et puis, nous voyons il y a de problèmes à gérer, partenaires stratégiques. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? C'est-à-dire qu'il faut il faut arroser l'arbre pour qu'il puisse pousser le feuille, qu'il puisse fleurir à côté droit là. Ça veut dire que dans la classification de Washington, quand vous êtes un arbre florissant, ça veut dire que vous êtes automatiquement classé parmi les États partenaires stratégiques, puisque j'entends beaucoup de personnes utiliser ces mots-là, partenariat stratégique avec les Américains. Donc, en réalité, la RDC n'est pas encore entrée sur la liste des États partenaires stratégiques. Donc, la RDC aujourd'hui est encore un État problème à résoudre. D'où il faut fleurir, il faut arroser l'arbre dans le respect des codes de Washington, puisque nous avons les atouts. Parmi nos atouts, c'est la concentration de tous ces minéraux que nous avons. Et parmi nos atouts, c'est la clairvoyance géopolitique et géostratégique du président Félix Tshisekedi, qui a compris qu'il faut travailler avec les Américains, puisque aujourd'hui, la Chine fournit 40% ou même certaines statistiques parlent de 50 ou 60% du cobalt mondial, mais 80% de cette production vient de la RDC. Or, dans la guerre de l'Est, la Chine ne nous a pas aidés. Pourquoi? Puisque la Chine pratique la politique de non-interventionnisme dans la politique intérieure d'un pays. Ce qui fait que la Chine n'est pas intervenue. Alors le président a compris qu'il ne fallait pas perdre le temps avec les Chinois. C'est comme ça qu'il est allé du côté des Américains, parce que les Américains, eux, ils interviennent. Maintenant, il faut que les équipes qui travaillent avec le président de la République, donc les cabinets présidentiels et le gouvernement, puissent comprendre comment Washington fonctionne. Donc avec la politique des Chinois, ils sont là, ils prennent de minerais, même s'il y a des gens qui se battent à côté, des femmes violées à côté. C'est votre problème. Moi, mon problème ici, c'est de prendre des minerais de la RDC. Exactement. C'est ça la politique de... Qui a donné cette chance-là, cette grâce-là aux Chinois pour nous traiter de la sorte? Vous intervenez quand même là, oui. Ouais. Non, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec les partenaires, c'est pour cela que c'est important de comprendre aussi comment Washington fonctionne. Quand vous travaillez avec les partenaires, vous devez comprendre quels sont les principes, quels sont les codes, quelles sont les exigences de ces partenaires. La Chine, si vous êtes un pays corrompu, ce n'est pas son problème. Si vous êtes un pays qui fait les blanchiments d'argent, ce n'est pas son problème. Si vous êtes un pays terroriste, ce n'est pas le problème de la Chine. Si vous avez la guerre chez vous, il y a toutes sortes de désordres, on vous attaque, ce n'est pas le problème de la Chine. Donc, la politique de la Chine, c'est la politique du non-interventionnisme. C'est pour cela que le président est allé du côté américain, ce qui est très important. Donc, maintenant, il faut comprendre comment Washington fonctionne aussi. Parce que Washington aussi a ses exigences. Donc Félix Tshisekedi a pris une décision salvatrice qui va sauver même la RDC par rapport à la présence de la Chine. Je pense que ça, de ce côté-là, il a quand même pris une bonne décision. À condition, il a pris une décision clairvoyante, stratégique, mais maintenant, il faut l'opérationnaliser. Parce que la Maison-Blanche n'est pas isolée. La Maison-Blanche n'est pas isolée. Et il faut savoir qu'il ne faut pas, à Washington, on ne personnalise pas. Et même au niveau du narratif,
À Washington, on ne prend pas de décisions sur base de la gravité des faits. On ne prend pas de décisions sur base des discours moraux. Ce n'est pas puisqu'on vient dire, le Rwanda nous tue, le Rwanda nous viole, le Rwanda nous vole, qu'à Washington, on va prendre des décisions. Non. À Washington, on prend des décisions sur base, les narratifs à Washington est construit sur base aussi des principes bien déterminés. Et parmi ces principes-là, il y a l'un de ces principes, parce que je vais citer quelques-uns de ces principes. Parce que, ouais, il y en a beaucoup. Il y a, par exemple, vous devez avoir un message bien structuré. Et le message, votre message doit être aligné sur les intérêts américains et non sur vos intérêts à vous. Mais c'est exactement la ça. Structuration, la structuration. Excuse-moi, HK, la structuration du message, c'est le premier principe. Et ce message doit être répété. Pas le lendemain, aujourd'hui, vous venez dire une chose, le surlendemain, vous allez utiliser des termes du genre le père, le fils. Ça crée un peu, on ne comprend rien. Donc, quand vous venez avec des expressions, des nouvelles expressions, non. Vous avez un message bien structuré, avec un vocabulaire simple, clair, bien structuré, que vous répétez. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la centralité. Il faut éviter plusieurs centres. Chacun vient dire, vous avez tantôt le Mouzito qui vient parler, vous avez le ministre de la Communication qui vient dire la chose contraire, vous avez la présidence de la République. Non. Il y a la centralité. C'est un principe en narratif à Washington, la centralité du message. L'autre principe, c'est la temporalité. Le principe de temporalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les discours, les narratifs à Washington s'inscrivent dans un temps long. Ce n'est pas le même jour que vous allez résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire, quand vous venez à Washington, il faut dire aux Américains, voici les plans que nous avons faits pour 20 ans. Voici les plans que nous avons faits pour 30 ans. Voici les plans que nous avons faits pour 50 ans. Et pendant les 20 ans, les 30 ans ou les 50 ans, votre discours va rester structuré, centralisé et dans la temporalité. Ce sont des principes que, jusqu'à présent, moi, en tant qu'observateur attentif, quand je regarde, j'ai l'impression que, parce que moi, quand j'écoute, par exemple, je ne suis pas ici pour accuser, mais quand j'écoute, par exemple, le ministre de la Communication dire le père, le fils, etc., quelqu'un a même dit le grand-père, etc., ce sont des choses... Toi, c'est quoi le problème avec le ministre des Communications? Écoute, Eric Mwamba, je rappelle ici que nous avons Eric Mwamba sur HK Today Télévision aujourd'hui. Eric, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui a travaillé même sur les sols américains pour plusieurs années. Il est spécialiste, il est journaliste d'investigation. Alors, les discours de Félix Tshisekedi aux Américains, je vous rappelle, c'est « Nous sommes victimes d'une barbarie d'un certain Rwanda en RDC pendant 30 ans, mais le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda est appuyé par d'autres multinationales et qui se sont mis, qui ont fait un bloc pour piller la RDC. En même temps, ils les pillent, en même temps, ils les tuent. Les Américains, je viens vers vous. Voici, nous avons autant que vous pouvez avoir chez nous, mais nous avons besoin en retour de la sécurité dans ce pays et faire arrêter tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Les Américains ont compris cela. C'est ça le seul discours. Même chez les membres du gouvernement, même chez les ministres de la communication, et tout le monde sait que nous sommes allés en échange avec tout ce que nous avons. Les Chinois exploitent. Ils ne font rien, ils n'arrêtent pas l'insécurité, ils n'arrêtent pas les pillages. Les Chinois pillent de leur côté, l'Occident pille de son côté avec les Rwandais, et ainsi de suite. Les Américains, c'est à votre tour. S'il faut piller, piller aussi, mais nous avons besoin, cette fois-ci, d'un marché gagnant-gagnant. Vous nous donnez la sécurité et vous prenez aussi comme les autres. C'est ça les discours que nous avons. Je pense que personne jusque-là n'est allé en dehors de cette vision de Félix Tshisekedi. Alors, nous revenons. Vous êtes en train d'énumérer les avantages et les désavantages, les forces et faiblesses dans ces deals. Pour aider ceux qui nous suivent. Alors, vous avez parlé ici
de problèmes à résoudre du côté de la RDC et comment est-ce que les deals, vous voyez, à quel niveau vous voyez un échec? Ok, HK, j'ai le slide numéro 12. Ou un Par avantage? exemple, Prenons ouais, les numéros 12. Je vais prendre les j'ai numéros 12. ouais, slide numéro 12 qui parle de guerre des narratifs. Et là, vous avez énuméré effectivement ce qu'il ne faut pas faire à Washington. Ce que vous venez de dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire à Washington. Donc, à Washington, on ne se victimise pas. Il ne faut pas aller dire à Washington, nous sommes victimes, on nous tue, voici ce que le droit international dit, voici le nombre de morts. Il ne faut pas dire ça à Washington. Il fallait dire quoi? À Washington, il faut parler le langage américain, donc le langage stratégique américain. À titre d'exemple. Il faut parler des intérêts américains. Vous savez que les Américains sont contre le terrorisme, par exemple. Il faut dire aux Américains que nous... Oui, allez-y. Oui, il faut dire, à titre d'exemple, HK, il faut dire aux Américains que la RDC, vous savez, le président Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir en 2019, il parlait de lutte contre le terrorisme. Donc, il faut inscrire les désordres qui se déroulent en Afrique centrale comme étant du terrorisme. Et vous vous imposez, vous posez auprès des Américains comme un État qui veut lutter contre le terrorisme. Ça, c'est le langage américain, parce que les Américains parlent de lutte contre le terrorisme. Vous savez, avec les événements du 11 septembre, les événements de New York, par exemple. Deuxième chose qu'il faut dire aux Américains, sans perdre le temps à leur parler de combien on vous tue, combien on vous viole, sans perdre le temps sur ça, vous devez leur parler des chaînes de valeur. Donc, les chaînes de valeur des minéraux pour leur transition énergétique, parce qu'ils ont besoin de ça. Et puis, il faut leur parler de la transition énergétique et vous leur dites que vous êtes un État avec lequel il faut compter pour que les Américains puissent tirer profit, contrairement à ce que j'ai entendu certaines personnes, les non-spécialistes, qui disent que on est allé négocier de manière déséquilibrée, les Américains vont gagner. Effectivement, vous ne pouvez pas faire du gagnant-gagnant quand vous êtes encore un État faible face à une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut parler, il faut bannir les discours de victimisation, il faut bannir les discours moraux basés sur les droits de l'homme, il faut bannir ça, et il faut bannir les discours sur la gravité des faits. Il faut parler aux Américains de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la chaîne des valeurs, puisque là, la RDC est très forte, puisqu'on sait que la RDC regorge tous ses minéraux. Voilà les discours qu'il faut tenir aux États-Unis. Voilà, je pense que vous êtes, nous sommes en train de vous écouter avec beaucoup d'attention, mais ce que je dois vous dire est que les discours qui ont été amenés aux États-Unis, je ne pense pas que Tshisekedi pouvait quitter son pays martyrisé, terrorisé pendant 30 ans pour aller demander aux Américains, venez lutter contre le terrorisme chez moi. Non. Tshisekedi, son message était clair. Non, la RDC, pas les États-Unis, que les États-Unis viennent lutter contre le terrorisme, mais la RDC est un pays partenaire. Le terrorisme est une question transversale, HK. C'est une question internationale. Donc la RDC est un pays partenaire dans la lutte mondiale contre le terrorisme. C'est ça le discours. C'est exactement ce que je voulais dire, que les États-Unis sont dans la lutte contre les terrorismes depuis très longtemps et ils ont engagé beaucoup de moyens à travers le monde et ils continuent à engager des moyens dans ce sens-là. Pour les cas précis de la RDC, on a besoin de manière concrète, puisque si, avec les Américains aussi, dans leur langage, leur manière de prendre des décisions, vous venez avec un problème très clair, vous l'exposez clairement, pas trop d'analyse, pas trop de « vous savez, j'étais quand il fut ». Non. Un problème, une solution. Et Tshisekedi a posé le problème. Les Américains ont facilement compris cela et ils ont dit on va travailler ensemble. Je pense que c'est dans ce sens-là. L'essence, d'abord, de voir que nous avons besoin de travailler ensemble et nous sommes convaincus que vous avez la réponse à notre question.
Et puisque vous, vous êtes aussi dans les besoins de ce que nous détenons aujourd'hui. Alors, maintenant, on avance. Je pense que nous n'avons que 11 minutes qui nous restent pour terminer avec cette émission d'aujourd'hui. Alors, Eric Mwamba, vous avez évoqué je suis en train de voir ton enquête sur les deals américains. Vous ne donnez aucune chance à la RDC. Non. Que ces deals va se concrétiser, en fait. Non. Je donne la chance à la RDC puisque j'ai dit que celui qui engage la RDC, c'est le président de la République. Ouais. Et si on parle du deal américain aujourd'hui, c'est puisque le président a pris l'initiative d'aller vers les États-Unis. Donc, c'est déjà le premier point positif, c'est-à-dire que le président a une vision claire, une vision géostratégique, géopolitique claire, qu'il faut aller aux États-Unis pour travailler avec les Américains. C'est déjà le premier point positif. Je réponds ma question. À quel niveau vous donnez la chance? Vous trouvez que la RDC a la chance de réussir dans ce deal, dans ce processus ici? Le deal est bon, mais aujourd'hui, nous sommes ici pourquoi? Nous sommes ici puisque les choses traînent. Donc, il y a des choses qu'il faut corriger. Et parmi les choses qu'il faut corriger pour que la RDC quitte le stade des pays problèmes pour entrer au stade des pays stratégiques, partenaires stratégiques, parce que la RDC le mérite d'être pays partenaire stratégique aux Américains. Il faut qu'il y ait un certain nombre de devoirs à faire. Et parmi ces devoirs à faire là, il faut une exécution rapide, c'est-à-dire la gestion du temps. Aux États-Unis, la gestion du temps est un facteur prédominant dans la rentabilisation de ce qu'on fait. Donc, première chose, c'est il faut agir rapidement, ne pas traîner. Deuxième chose, c'est la prévisibilité institutionnelle HK. J'ai démontré ici que la Maison-Blanche n'agit pas seule. La Maison-Blanche s'est entourée, la Maison-Blanche évolue dans un écosystème. Il faut que la présidence congolaise crée un système. Je vais donner un exemple pratique, c'est la diaspora congolaise vivant aux États-Unis. Le gouvernement congolais doit organiser la diaspora congolaise vivant aux États-Unis comme un levier, comme un pilier qui doit travailler avec le gouvernement. Et jusqu'à présent, je ne vis pas aux États-Unis, mais j'y pense à mon avis, selon mes recherches, la diaspora congolaise vivant aux États-Unis n'est pas organisée, n'est pas structurée, n'est pas à mesure d'aider le gouvernement congolais qui la regarde de loin. Deuxième un autre point. Okay. Il faut former les spécialistes, il faut former les experts. Le président Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 7 ans. Combien de nouveaux journalistes, spécialistes, experts le pays a-t-il formé? Est-ce qu'on a une école qui forme, par exemple, les journalistes spécialisés dans la diplomatie narrative, par exemple? Est-ce qu'on a des journalistes formés comme experts dans les enjeux stratégiques, par exemple, sur les minéraux, sur l'énergie? Est-ce qu'on a? On n'en a pas. Donc, ce sont des écosystèmes qu'il faut créer. Est-ce qu'on a des experts, par exemple, universitaires? Les universitaires congolais qui travaillent dans les universités aux États-Unis, par exemple, il faut les identifier, les structurer, travailler avec eux. Les professeurs experts congolais qui travaillent dans les universités. Je vois comme si nous avons perdu Eric. Eric, vous êtes là? Je suis là, HK. Alors, allez-y, continuez. Ouais, donc, les professeurs, par exemple, les experts. Et il faut éviter un message monophone. Il faut éviter un message monophone, c'est-à-dire le narratif congolais. Donc, il faut d'abord créer le narratif congolais, puisque personnellement, je ne connais pas la doctrine communicationnelle de la RDC. Par exemple, par rapport à la guerre de l'Est, par rapport aux enjeux stratégiques, il faut créer une doctrine communicationnelle et il faut créer les écosystèmes qui accompagnent cette doctrine-là, les journalistes spécialisés, les professeurs d'université, les experts, les spécialistes,
La diaspora congolaise vivant aux États-Unis, on peut travailler avec d'autres diasporas, il n'y a pas de problème, mais la diaspora congolaise vivant aux États-Unis est cruciale. Donc, si on fait toutes ces choses-là, il faut mettre fin à la corruption au pays. Donc, il faut organiser les infrastructures, l'administration. Si on fait toutes ces choses-là, la RDC a la possibilité de devenir le premier pays partenaire stratégique des États-Unis. D'accord. Donc, pour l'instant, la RDC ne l'est pas encore. Ne l'est pas. Pour le moment, la RDC ne l'est pas encore. C'est pour cette raison-là que les choses traînent. Les choses traînent pourquoi? Puisque les États-Unis hésitent. Les États-Unis hésitent. Mais vous savez que, peut-être vous êtes en retard, vous savez que le deal est déjà opérationnel. Les États-Unis ont déjà fait leur entrée au Congo. Avec, vous avez suivi que plus de 100 000 tonnes de cobalt étaient envoyées aux États-Unis en janvier. Et les contrats, les autres partenaires sont en train de solliciter des licences d'exploitation. Il y a aussi un appui considérable au niveau de l'armée. Il y a aussi l'Africom qui se prépare à installer déjà. D'ailleurs, une équipe est déjà arrivée en RDC. Il y a aussi Blackwater qui est déjà en RDC. Il y a déjà, le deal est déjà en marche, mais on ne pouvait pas aussitôt signer les deals, aussitôt faire tout ce que vous avez demandé là. C'est dans 2 semaines ou 3 semaines que le deal a été signé, 1 mois au maximum. Vous ne voyez pas, vous ne donnez pas la chance à la RDC de s'organiser dans ce sens-là, que ce soit comme vos recommandations en tant qu'expert, en tant que spécialiste dans les domaines. De ma part, voici ce que je recommande à la RDC pour lui donner la chance de réussir avec succès ces deals entre les Américains et la RDC. Ça serait quand même une manière de contribuer dans ces efforts ou dans cette vision du président de la République. Mais apparemment, vous êtes dans le scepticisme. Comment dirais-je? Oui, c'est un peu ça. Non. Non, Ashka, je ne suis pas dans le scepticisme. Par exemple, parmi les réformes, il y a aussi des réformes qu'il faut faire. On a déjà dit, il faut installer une équipe en permanence. Il faut avoir des experts identifiés. Nos experts doivent être identifiés par l'opinion publique, aussi bien congolaise que américaine. Nos journalistes spécialistes doivent être identifiés aussi bien par notre opinion que par nos partenaires américains, y compris l'opinion publique américaine. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place, HK. Pourquoi? Puisque quand vous regardez bien, le narratif officiel congolais est beaucoup basé sur les rapports des experts des Nations Unies, beaucoup basé sur les rapports d'ONG internationales. Ce n'est pas mauvais, puisque les experts des Nations Unies sont dépêchés sur le terrain avec les Nations Unies qui ont des moyens illimités. Les ONG des droits, les ONG internationales. Mais un pays qui laisse son narratif à d'autres personnes, donc un pays qui délègue son récit à d'autres personnes, ce sont ces personnes-là qui vont déterminer quel sera l'avenir de ces pays. Ce sont ces personnes, ces institutions. C'est ainsi que vous voyez. Aujourd'hui, HK, par exemple, si vous tapez, vous demandez à n'importe quelle intelligence artificielle quelle est la population de la commune de Lemba à Kinshasa. Ou si vous demandez à n'importe quelle intelligence artificielle quel est le nombre d'étudiants de l'université de Kinshasa. Aucune intelligence artificielle n'est en mesure de vous le dire. C'est-à-dire que, et pourtant, les statistiques font partie des outils de travail. C'est ce qu'on appelle les données. Vous voyez, quand vous regardez, je pense que c'est des questions qu'on avait déjà abordées une autre fois. Quand vous regardez, par exemple, les sites des institutions, le site de la présidence de la République, le site du ministère de la Communication, qui sont des infrastructures pour accompagner le narratif national, vous allez vous rendre compte que ces sites-là ne contiennent pas les informations stratégiques dont, par exemple, les investisseurs ou bien n'importe quel chercheur peut avoir besoin. C'est-à-dire, il faut, moi j'ai dit ça comme ma contribution, il faut que les institutions de l'État
dans un pays où déjà, comme par exemple les infrastructures de communication, les routes, etc., posent problème, il faut renforcer du côté digital, du côté numérique, par exemple, pour permettre la flexibilité, permettre la rapidité. Toutes ces choses, il faut le faire, puisque un investisseur HK, le premier réflexe d'un investisseur, c'est de taper sur les sites Internet du gouvernement, de voir qu'est-ce que le gouvernement propose. Toutes ces choses dont on parle, par exemple, vous me dites que le deal est déjà en place, mais le deal est en place. On devait avoir sur les sites des institutions congolaises quels sont les dossiers stratégiques, par exemple, qu'est-ce que ces dossiers ont prévu en termes de plans opérationnels et en termes de roadmap, donc la feuille de route, et en termes d'impact. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Qu'est-ce qu'on fait chaque semaine? Qu'est-ce qu'on fait chaque mois? Qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on a prévu comme résultat? Qu'est-ce qu'on a déjà réalisé comme résultat? Tout ça, ça n'existe pas, HK. Ce sont des choses qu'il faut faire. Voilà, je comprends. Je pense que nous avons épuisé nos 11 minutes. Eric, je pense que ces domaines ici, vous avez beaucoup travaillé dans ce sens. Nous aurons également besoin de vous pour encore en savoir un peu plus. Tout le monde ne peut pas dire la même chose, tout le monde ne peut pas parler le même langage. Et je pense que vous avez pris votre temps, puisque je vois ici, vous avez parlé de ces deals. Vous avez fait une recherche de plusieurs pages. Je pense combien de pages ici? Si je ne me trompe pas, c'est une trentaine. Hein? C'est 22. Une vingtaine, voilà. 22 pages. 22 pages. Ouais. Alors, résumez un peu pour donner une idée claire à ceux qui nous ont suivis pendant une heure. Résumez un peu et dites-nous quelles sont vos recommandations. Moi, j'insiste sur la question de la chance qu'on peut accorder à ces deals. Puisque le vin est déjà tiré, nous devons avancer, il faut les boire, mais avec beaucoup de stratégie et de sagesse. Quelles sont vos recommandations? En résumé, il faut saluer, il faut que tout le monde salue la clairvoyance géopolitique et géostratégique du président, d'avoir pris la décision de travailler avec les Américains, parce que dans le nouveau multilatéralisme, il fallait prendre la décision. Soit vous êtes avec les Chinois, soit vous êtes avec les Russes, soit vous êtes avec les Américains. Cela ne veut pas dire qu'on va exclure l'un pour garder l'autre, mais sur le plan stratégique, le président a choisi les États-Unis d'Amérique. Ça, il faut saluer ça. Et il a fait Deuxième chose, il faut que le gouvernement congolais et le cabinet présidentiel comprennent qu'ils ont la responsabilité d'opérationnaliser la vision du chef de l'État. Et pour le faire, il faut maîtriser le code de Washington. Washington, qui n'est pas une capitale comme n'importe quelle capitale, Washington qui est un écosystème, c'est-à-dire que vous avez à Washington, en dehors de la Maison-Blanche, vous avez le Congrès. Et même au Congrès, il n'y a pas que les congressmen, il y a les assistants parlementaires avec lesquels vous devez compter. Vous devez compter avec les think tanks, vous devez compter avec les universités, vous devez compter avec les médias. Ce n'est pas normal que, par exemple, les experts qui sont autour du président de la République ne puissent pas publier des tribunes, par exemple, dans la presse américaine, par exemple, The Washington Post ou bien Foreign Affairs Policy ou bien The Hill, etc. Ce n'est pas normal. L'autre point important, il faut structurer la diaspora congolaise des États-Unis. La diaspora congolaise vivant aux États-Unis est un atout pour la RDC. C'est une bénédiction pour la RDC. Il faut structurer notre diaspora. Il faut donner les moyens. Quand je dis donner les moyens, ce n'est pas l'argent. Quand je dis donner les moyens, les moyens sont institutionnels. La reconnaissance, l'organisation, la formation. L'autre chose, c'est qu'il faut former les journalistes spécialistes. Il faut former les experts spécialistes. Il faut mettre fin à la corruption. Il ne faut pas lutter contre la corruption. Il faut mettre fin. Puisque au niveau du narratif HK, chaque mot que vous employez est important. Lorsqu'on dit on lutte contre la corruption, c'est une façon de dire que, puisque vous savez que dans une lutte, on ne sait pas qui va gagner, qui va l'emporter.
Ouais. Quand on dit on lutte, c'est-à-dire on est en train de nous dire que bon, si on ne gagne pas, vous devez On est dans un comprendre combat, dans une compétition, oui, et peut-être nous, on va gagner après la oui, lutte, ou soit c'est oui, la corruption qui va prendre les dessus. qui va prendre le dessus. Donc, il faut changer les narratifs là-dessus pour dire il faut mettre fin à la corruption. Il faut agir avec rapidité. Il faut mettre fin. Il faut organiser la justice. Il ne faut pas dire la justice est malade. Il faut organiser la justice. HK. Il faut simplifier les procédures au niveau de l'administration. Puisque moi, mon dernier point, je pourrais dire que le fait de signer des accords entre deux États, c'est-à-dire le fait pour le gouvernement congolais de signer des accords avec le gouvernement américain, n'entraîne pas ipso facto l'arrivée des investisseurs, puisque le secteur privé a ses propres codes, ses propres exigences. C'est-à-dire si l'administration est encore lourde, s'il y a la corruption, si le système bancaire n'est pas organisé, vous ne mettez pas en place des mesures d'attractivité. Pour finir, HK, je parlerai de la manière même dont on fait la diplomatie. Et il y a la différence entre lorsqu'on fait la diplomatie des sommets, c'est-à-dire la diplomatie des voyages. C'est-à-dire que quand on va à des sommets, on va à des forums, généralement, ça se termine par des communiqués. Mais la situation sur le terrain ne change pas. Quand on fait la diplomatie des sanctions, la diplomatie des résolutions, généralement, la situation sur le terrain ne change pas. Mais quand on structure les choses sur le terrain, puisqu'il faut savoir que la diplomatie est le reflet de la politique intérieure d'un pays. Quand vous structurez bien les choses sur le terrain, les investisseurs constatent que il y a 5 ans, la situation n'était pas comme ça. Les choses avancent. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile de circuler à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Donc, ce sont des choses qu'il faut structurer les pays. Moi, je recommanderais au président de plus mettre un accent sur la structuration du pays au niveau interne, plutôt que de se concentrer sur la diplomatie des salons et la diplomatie des rencontres. Le Rwanda. Non, allez-y, allez-y. La plupart des infrastructures HK, pour finir peut-être, la plupart des infrastructures qu'on construit au Congo aujourd'hui, on ne publie pas les coûts. Ça, c'est grave. Il faut publier les coûts des infrastructures. On construit des infrastructures, les routes, les ponts, les aéroports, les universités, ça coûte combien? Combien on a dépensé? Quand vous ne publiez pas, vous n'avez pas la transparence dans la gestion. Vous n'appliquez pas les principes de redevabilité, de transparence et de vérité dans la gestion des affaires publiques. Les partenaires comme américains ne vous prennent pas au sérieux puisque ça cache la corruption, puisqu'il y a la surfacturation. Voilà ce que je peux dire. Donc, moi, je donne la chance à la RDC, puisque la RDC mérite d'être le partenaire stratégique des Américains et le président a bien fait. Il a vu clair de commencer ces deals-là. D'accord. Je pense que c'est un aspect que beaucoup peut-être n'ont pas pu relever. C'est comme par exemple pour les cas des universités. À l'université de Mbuji-Mayi, à l'université de Kananga, il y a un tableau placé quelque part quand on a inauguré l'université et même les bâtiments de la Direction générale des impôts. Il y a un tableau. Je crois, j'ai vu ça quelque part. Je vais fouiller encore. On a même mentionné la date du lancement, les temps qu'il a pu prendre pour réaliser cette œuvre. Il y a les montants exacts, il y a les maîtres d'œuvre, quelque chose comme ça. Je vais essayer de voir, mais si vous avez un bon temps, vous pouvez descendre à Kinshasa et fouiller ce genre d'informations. Puisque très souvent, nous faisons par moment certaines analyses à distance et nous tombons peut-être sur une mauvaise conclusion. En 2019, excuse-moi très rapidement, en 2019, j'étais à Kinshasa quand on construisait les sauts de moutons et toutes ces infrastructures, aucun chiffre n'était publié. Aujourd'hui, moi, je suis intéressé à publier les coûts des infrastructures à Kolwezi. Il n'y a aucun chiffre qui est publié, par exemple, pour toutes les infrastructures qui sont construites dans les lois là-bas.
Donc, il faut que le pouvoir public publie les chiffres. On part dans les lois là-bas, on va trouver des chiffres. Viens. D'accord. Tu viens à Kinshasa quand? Non, à tout moment. Non, tu sais que j'étais avec toi à Kinshasa au mois de novembre, non? Au mois de novembre, on était ensemble à Kinshasa. On était à Kinshasa ensemble. On va encore faire les Katanga ensemble pour un peu voir quels sont les chiffres concrets de toutes ces réalisations-là. Et ces chiffres, HK, et ces chiffres ne devraient pas être à chercher. On devrait les publier sur les sites de la province. Par exemple, les différentes provinces qui construisent les infrastructures devaient publier les chiffres sur le site des provinces, parce que les provinces ont des chiffres. Il faut mettre les chiffres à la disposition de la population, c'est très important. Et il faut aussi... Allez-y sur le site du BCECO, Bureau Central de Coordination. Vous allez voir, il y a toutes les réalisations dans les cadres de 145 territoires. Il y a toujours les chiffres, les temps, la période... Non, pour les 145 territoires, on savait quand le président avait donné, par exemple, 10 millions de dollars à chaque territoire, tout le monde était au courant que chaque territoire a reçu 10 millions de dollars. Et on était au courant de qui était en charge, c'est-à-dire le BCECO, la CFF et le PNUD. Il y avait 3 opérateurs qui étaient en charge. Et le président, d'ailleurs, avait insisté pour que ces organismes réputés puissent gérer les fonds des 145 territoires. Là, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des infrastructures qu'on fait aujourd'hui, par exemple en province, on a même des difficultés pour savoir le maître d'ouvrage, c'est quoi. C'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt du gouvernement de devenir transparent. Et même les contrats miniers HK. Les contrats miniers doivent être aussi publiés. Toutes ces entreprises qui sont dans des zones minières, par exemple les Haut-Katanga, les Lualaba, etc. Vous savez qu'il y a un mécanisme de Clara Chott, l'ancien ministre des Finances de Grande-Bretagne, ITA, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Publiez ce que vous payez et publiez ce que vous recevez. Donc, ce sont des mécanismes de transparence qui ne sont pas respectés. Je pense que c'est important, c'est dans notre intérêt qu'il y ait la transparence dans la gestion des affaires publiques. Merci Eric Mwamba, je suis content. Chers amis, si vous avez aussi une réflexion quelque part qui vous tient à cœur, vous voulez partager avec les Congolais, vous êtes les bienvenus, comme Eric Mwamba, avec qui j'ai toujours présenté cette émission. Eric, je rappelle qu'il est rédacteur, l'éditeur en chef, je disais, même si ça n'existe pas, l'éditeur général du grand journal intelligent, un journal d'investigation basé en Australie. Il est spécialisé sur les questions économiques, financières, et je sais même qu'Eric a fait tomber 2 ou 3 ministres en RDC sur base en 2019, oui. Sur base de ses publications. C'est un grand journaliste, un grand investigateur. Alors, Eric était avec nous. Il a travaillé sur les deals RDC, États-Unis. Nous allons revenir à Eric pour d'autres. Ceux qui veulent avoir ce travail, HK, ceux qui veulent avoir ce travail, ils peuvent te contacter. Ils peuvent t'envoyer un petit message. On va leur envoyer ce travail s'ils veulent soutenir notre équipe avec $1, par exemple, de 1 à 1 million de dollars. Hein? Donc, de 1 à 1 million de dollars. C'est très difficile, les Congolais ne soutiennent plus. Moi, je sais qu'à l'époque, il y a des Congolais qui soutenaient des journalistes qui font du bon travail. J'ai vu d'autres recevoir des contacts de véhicules. Mais depuis un temps, c'est comme s'il y a un esprit moroboye côté là-bas congolais. Moi, quand quelqu'un... Quand quelqu'un a dit, là, je suivais ta dernière émission, quelqu'un a dit qu'il avait un cadeau pour toi. Moi, je me disais, mais j'ai commencé déjà à dire non, mais mon gars, il va m'envoyer aussi. Non, mais c'était la prière. Moi, je m'attendais à un grand cadeau, mais... J'étais déçu. Je t'avoue que je ne suis pas contre la prière. Mais je t'avoue que j'étais déçu puisqu'il faut soutenir
HK Today. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent non, tu fais un bon boulot, que Dieu te bénisse. Non, 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 il faut arrêter. Il faut arrêter le discours de que Dieu te bénisse. Il faut soutenir les médias HK Today avec le moyen. Et les médias ont besoin de moyens pour chercher des informations sur le terrain. Dieu peut soutenir derrière quelqu'un d'autre qui pourrait sortir. Tu ne trouves pas? J'étais déçu, frère. Franchement, je te jure, quand j'étais dessus, la personne dit non, j'ai un grand cadeau. Il dit non, fermons les yeux, on va prier. Oh non, non, mais non. Eric, merci beaucoup. Merci, je pense que c'est bon, on est content, on était content de ta présence. Nous espérons te retrouver plus tard pour d'autres analyses. Merci d'avoir été de notre Eric Mwamba depuis l'Australie. Bonne journée, bon matin, puisque chez vous, vous êtes déjà le mercredi. Alors, merci beaucoup. Et je continue avec mes fidèles, mes fans, vous êtes tout pour moi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre fidélité. Partagez ce que vous pouvez partager, commentez ce que vous pouvez commenter. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Au revoir. Trop top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie.